Bon les amis, on est à Motion Lab pour une nouvelle aventure. On va tester ma VO2 Max sur la machine qui est juste derrière moi. Pas en courant, pas sur un vélo, mais en montant en pente. On garde la vitesse et on augmente la pente d'1,5% toutes les minutes. J'ai jamais fait de test VO2 Max. On est à nouveau avec Virgile, notre expert de Motion Lab, qui va nous expliquer tout ça. Je pense qu'elle va être relativement basse. Ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas entraîné. 7 mois que j'ai fini ma traversée où j'étais un peu, comment dire, au bout du rouleau. Et maintenant, on reprend gentiment l'Alpi. On vient de finir le Kili et la prochaine étape sera annoncée très bientôt. On n'oublie pas qu'en ligne de mire, on a le K2, donc on n'a pas de temps à perdre. C'est dans un an. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Salut, comment ça va? Salut, bien, merci et toi? Merci, je ne sais pas si ça va aller bien avec la séance qui m'attend. Je suis sûr que ça va bien aller. Il va y avoir un moment pénible, mais pour le reste, ça va bien aller. Un tout petit moment pénible. J'ai jamais fait de VO2 Max. Tu viens de m'expliquer un petit peu en off comment on allait structurer un peu cet entraînement, enfin cette mesure. L'idée potentiellement, c'est de la faire de manière récurrente pour voir comment cette VO2 Max elle évolue. Et tu me racontais la différence entre la faire en courant, ce que beaucoup de gens font, la faire à vélo et la faire en marchant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui qui se rapproche un peu le plus de ce qu'on va faire avec ce projet Mission K2. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? L'idée de la VO2 Max, enfin, ou test de VO2 Max, c'est finalement d'explorer ton adaptation cardio-respiratoire de l'effort minimum que tu es capable de fournir, ou même du repos, jusqu'à l'effort maximal que tu es capable de fournir dans une condition donnée. C'est-à-dire qu'elle va certainement varier si on la fait sur un vélo, si on la fait en courant, si on la fait en marchant. Et puis les résultats vont être un petit peu variables parce que tu vas être le plus performant là où tu t'entraînes habituellement. Et donc là, on va du coup commencer à marcher à une certaine vitesse. Cette vitesse, elle va pas changer. Et au lieu d'accélérer la vitesse, on va plutôt monter l'inclinaison de la pente. C'est ça? Exactement, ouais. On va changer, on va faire évoluer la charge sur ton organisme, la contrainte ou la demande en fait en oxygène, en augmentant la pente. Et tu t'attends à quoi comme résultat à peu près à ce que tu as déjà vu de ce qu'on a pu faire ensemble et tout? Alors qu'en perception subjective de l'effort, tu vas être pas loin de 10 sur 10. Ok. Au maximum. Et après, Yes. là, j'ai pas d'estimation à donner. Okay. Alors, on va se rapprocher de la 50 minutes kilo. On verra ce que ça donne en réalité. Zéro pression. C'est parti. Pour moi, l'idée, ça va être de te mettre dans un mode de marche, je dirais sportive. Et puis, mais pas, je vais avoir envie de te voir faire un effort un peu significatif en marchant, mais d'être un peu juste loin de ta transition pour qu'on puisse vraiment garder cette modalité-là. J'ai pas trop peur. Ok, je démarre le tapis. La première vitesse, c'est de la déambulation. Puis on monte progressivement. Mais je dois pas courir. Ouais, exact. Je dois pas commencer à trottiner comme ça. C'est ça. De toute façon, plus la pente va monter, moins tu auras envie. Bon les gars, là on est en train de se chauffer. Et dans quelques minutes, on va augmenter la pente d'1,5% toutes les minutes. Autant dire là, je suis à 6 km/h. C'est déjà difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais j'ai pas le droit de courir. Donc j'ai pas le droit de commencer à trottiner comme ça. Et ça va pas être facile. Donc je pense qu'on est parti pour se taper une bonne barre, en espérant que le résultat va être sympa. Très bleu là. Finalement, ça représente la demande en oxygène au niveau musculaire qui est fournie par le système cardio-respiratoire et puis ça fait progressivement son chemin vers le haut de manière linéaire. C'est ce qu'on s'attend. Là, tu es à peu près à la moitié de ce premier palier. Les échanges respiratoires sont gentiment en train d'être équilibrés, fréquence cardiaque aussi. On va laisser le temps jusqu'à la fin du palier de ces 3 minutes avant de commencer à augmenter la charge, donc augmenter la pente. Hey Noam, c'est bien. Allez, continue comme ça, continue. Fais dans ta bulle, tout ce que t'as. Allez. Allez, continue, accroche-toi. Vas-y, continue. Allez, accroche-toi. Allez. Est-ce que tu as fait le suivant ou pas? Ok, alors je te mets en récupération dans 10 secondes. Allez, Noam. Allez, vas-y. Allez, donne tout, encore 5. 5. Vas-y. Allez. Bravo, comment ça a été? Le plus dur, c'est le muscle, c'est même pas le souffle. Je t'avais posé la question, alors, je sais que ça t'a demandé au niveau respiratoire, mais c'était pas là où tu étais limité. Exactement. C'est souvent le cas dans cette modalité-là. C'était le dos. Ouais. Donc vraiment un peu cet effet, il était courbé un peu, donc les lombaires, les mollets. Aussi, ouais. Okay. Avec l'angle, ouais.
Mais au niveau respiratoire, ça va, ça monte, mais c'est pas non plus... De toute façon, en fait, le test de VO2, ça t'amène à tes limites. Donc il y a toujours cette fin là qui est désagréable et puis à laquelle on n'a pas envie trop d'être exposé, pendant laquelle le temps s'arrête un peu. Ouais, c'est clair. 30 secondes, 30 minutes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Là, tu as fait un super bel effort. On a plusieurs critères qui nous disent, ok, le test était un test de bonne qualité, il était vraiment au maximum de ses capacités et en fait, tous les paramètres étaient atteints. Tu as vraiment mis ta personne. C'est frustrant de dire que évidemment, vu que c'est un nouveau sport, tu as d'être confronté à tous ces angles. C'est vrai que ça va être un sacré exercice. Et du coup, vous avez eu quoi, vous, sur le... A priori, dans les 45. Ok. Voilà, en fait, moi, je vais me baser sur 3 critères pour Ouais. ton premier seuil, qui va être ta limite d'endurance fondamentale. On voit qu'on a une rupture de pente entre ces deux paramètres qui sont la consommation d'oxygène puis ta production de gaz carbonique. Ça veut dire qu'en fait, jusque-là, en fait, les deux sont très alignés. Et à partir de ce moment-là, on produit du gaz carbonique par la dégradation de tes réserves d'énergie. Majoritairement, ton métabolisme fonctionne comme ça. En fait, il y a un moment où pour produire plus d'énergie, tu vas toujours produire plus d'énergie pour la contraction musculaire. Ton métabolisme aérobie ne suffit pas. Avec ce métabolisme aérobie, tu vas rajouter de l'anaérobie. C'est l'anaérobie, en fait, parce qu'il génère de l'acidité et que cette acidité, ton organisme le tamponne et le rééjecte sous forme de gaz carbonique pour maintenir son taux d'acidité générale. En fait, on a une production non métabolique qui va être compensée par l'hyperventilation. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a ces ruptures de pente ici. En fait, ton premier seuil, il délimite le point de passage de la zone 2 à la zone 3. La zone 2, c'est où tu es parfaitement à l'équilibre, peut durer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. À partir où tu rentres dans la zone 3, qui est cette cassure un peu, c'est là où ça commence à coûter, quoi. Exactement, parce que là, en fait, tu commences à utiliser cette voie anaérobie qui est beaucoup moins efficiente. Ton premier seuil, là, il est à 115. Et donc puis, en théorie, si je veux courir en zone 2, je dois être en dessous de 115. exactement. Là, tu as 147 après. Au deuxième seuil, ouais. Et ça, c'est quoi, le deuxième Le seuil? deuxième seuil, c'est la limite de l'équilibre que tu peux soutenir. C'est un peu ton effort limite de haute intensité. C'est bas? C'est relativement tôt, mais c'est dans une modalité à laquelle tu t'es pas encore entraîné. Ok. Pour moi, c'est pas dramatiquement bas. Ça se ramène toujours à où est-ce que ça se situe dans ta plage d'adaptation cardio-respiratoire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est à 75% de ta capacité maximale. C'est un petit peu bas. Ouais. On pourrait se dire, ok, avec un entraînement bien spécifique, on peut t'amener progressivement jusqu'à être capable de rester à l'équilibre à 90% de ta capacité maximale. Puis la même chose pour ton premier seuil, de passer de 60% là aujourd'hui à 70-72% plus tard. Probablement que si je te testais en natation, on n'aurait pas du tout ces valeurs-là. On serait certainement plus haut pour le premier seuil et puis probablement pour le deuxième seuil aussi. Ouais, moi c'est ça qui est perturbant, c'est que je suis pas du tout fait pour le sprint longue distance, un peu ce genre d'effort là qu'on fait. Moi mon truc c'est vraiment de me mettre à plat, d'avoir la même cadence pendant très longtemps ou de faire du très explosif mais sur du très très court terme. Ouais, ok. Et quand je nageais, j'étais bon aux 50 mètres ou au très long. Plus c'était long, plus j'étais meilleur. Ok, qui t'a permis de pouvoir faire ces exploits-là. Exact. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir effectivement là ce premier point. Et du coup, potentiellement de ton côté, que ça veut dire, c'est qu'évidemment là il faut qu'on s'entraîne spécifiquement à cet effort qui est celui qui m'attend pour faire le K2. Mais que potentiellement, là aussi ce qu'on va observer, c'est si on fait ce test dans des conditions d'hypoxie, de voir si cet écart est plus ou moins grand, quoi. Exactement. Comment tu vas baisser en conditions hypoxiques, exactement. Parce que voilà, ça va être un de tes challenges, c'est l'altitude, c'est d'être capable de maintenir ta capacité. Elle va naturellement baisser avec l'altitude. Aujourd'hui, tu dois t'entraîner pour développer ton endurance. Il y a énormément d'entraînement polarisé aujourd'hui. On sait aussi qu'entraînement polarisé, ça marche lorsque tu es un athlète d'élite qui est extrêmement entraîné dans sa discipline. Et qu'aujourd'hui, on va favoriser, lorsqu'on développe des qualités, une répartition des charges d'entraînement de manière pyramidale. C'est-à-dire qu'on va avoir principalement de la zone 2, un peu de zone 3, et puis après de la zone 4-5. C'est-à-dire qu'on ne va pas éviter la zone 3. C'est ce que les dernières recherches montrent, c'est que pour l'athlète amateur ou l'athlète qui se remet en condition, la zone 3, elle n'est pas à éviter, elle a vraiment sa place dans l'entraînement. Donc aujourd'hui, je ne te limiterai pas à quelque chose de la zone 2, parce que je pense que tu te sous-entraînerais. On se fait chier, ouais. Et aussi, ouais. Et c'est vraiment spécifique d'une forme de déplacement, et puis ça reflète ta physiologie aujourd'hui. Ce que je me réjouis de voir, c'est dans quelques mois comment ça a bougé. Puis c'est là que ça va être intéressant, en disant on a ça va nous permettre de diriger ton entraînement, tes charges, aussi comment tu gères les intensités. Mais c'est ça aussi, hyper intéressant, c'est comment les gens ils structurent leurs entraînements. Il y a beaucoup de gens qui suivent un peu des espèces de modèles qui n'ont rien à voir en fait avec leur capacité à eux, ni encore moins leur sport. En fait, en gros, le modèle polarisé, il vient d'une observation. Le mec qui a posé le truc, c'est un Américain qui est allé dans les pays du Nord, qui a regardé comment les skieurs de fond s'entraînent. Puis il s'est dit, ah ouais, en fait, ils s'entraînent pas comme chez nous aux États-Unis déjà. Puis il s'est dit, ah ouais, pour être performants comme ils ont de la zone 2, très peu de zone 3 et puis du spécifique. Mais sur 20 heures d'entraînement, ils ont 20% de zone 4-5, ils font 4 heures de haute intensité, c'est énorme. Ouais. Et puis probablement, on ne peut pas tellement gérer autrement tes charges qu'en faisant de la zone 2. Après, pour dire, moi je travaille avec un cycliste pro, à 40 km/h à plat, il est encore en zone 2. C'est pas la même. Mais l'observation du modèle athlétique, il s'adapte
s'adapte pas au modèle amateur, non élite comme ça. Et ça, c'est important d'en rendre compte. Ils font très bien la différence en disant, chez l'athlète pro, quelqu'un qui a beaucoup d'heures d'entraînement, oui, le polarisé, ça fonctionne mieux. Chez l'amateur, c'est pas le cas. Donc chez l'amateur, la zone 3 a sa place. Donc moi, aujourd'hui, sur cette base-là, je dirais, on pose de la zone 2, du volume en zone 3 et un peu de 4-5. Moi, de mon côté, le but, c'est de faire, je pense, de la marche si je suis pas en montagne avec du dénivelé et de la course quand je suis pas trop loin de chez moi, quoi. Et essayer de varier les deux. Et comme je te disais, j'ai à peu près 6 jours par mois où je suis à Chamonix, où là, on fait vraiment du vrai spécifique avec les chaussures, la neige et tout ce qui va avec, où là, on fait que de la montagne, où là, potentiellement, on peut pousser aussi un peu plus la difficulté. Et puis ces jours-là où tu es à Chamonix, il faut en profiter à 100% de ton guide. Et puis ta montre, tu peux la garder pour loguer les données et te dire, ok, on fait comme tu dis. Et parce qu'en fait, c'est lui qui va t'apporter toute la spécificité, toute la technique, toute la difficulté de l'alpinisme et de la montagne. Et puis moi, intuitivement, je me dirais, mais plus on va essayer de moduler ce qu'il t'apporte en essayant de le gérer avec des zones, moins tu vas en profiter. Là, finalement, tu vas avec le guide, puis il dit, s'il dit Noam, c'est bon, c'est pas de dire oui, c'est bon, c'est de dire au fond de moi, oui, c'est bon, ou là, il faut que je lève un peu le pied. Et puis qu'après, ma foi, quand tu es en montagne, tu fais comme la montagne t'impose de le faire, parce que finalement, c'est beaucoup ça, c'est de gérer ce que la montagne t'impose. Je pense que tu es dans le juste. Parfait. Donc, conclusion, on a une première base à nouveau qui s'inscrit sur le truc hyper spécifique qui est cette marche en montée. On a des chiffres sur lesquels on va pouvoir travailler et puis pouvoir observer une amélioration ces prochaines semaines, avant, après un sommet ou peu importe. Exactement. On est d'accord que ça s'améliore avec de l'entraînement, mais aussi potentiellement si je perds du poids. Ta VO2 max relative à ton poids, elle va automatiquement augmenter si tu perds du poids. Ah, j'ai 46 là. 46,7. Ah, c'est mieux que 45. Ouais. C'est mieux que 45, quoi. Et donc, là, ma fréquence cardiaque max... T'es monté à 180 pulsations. Elle fait un peu pitié, ma fréquence cardiaque. Pitié, je sais pas, monter à 180, tu te donnes une bonne plage d'adaptation. Tu pars à 90, tu montes à 180. Ça veut dire que c'est un peu toute la plage d'adaptation. Après, t'as des gens qui vont tourner à des fréquences élevées, puis t'as des gens qui tournent à des fréquences basses. 180, c'est pas une fréquence basse. Moi, je te dis, je suis jamais là-dedans. Peut-être qu'on y viendra. Moi, c'est vraiment très rare que j'arrive justement à ce point de non-retour où tu es là à cracher tes poumons, où tu as mal partout, à nouveau parce que jusqu'à maintenant, en natation, c'était pas du tout ce qui m'était demandé. Où justement le but c'était qu'à aucun moment je me tire des balles dans le pied puis que ça me prenne du temps à récupérer. Donc le but c'était d'être le plus stable possible. Et là on se rend compte qu'avec l'altitude, comment la montagne elle est faite, que ça c'est pas possible. Enfin qu'il y a des moments où peu importe, même en marchant très lentement, ça va être très difficile, et d'autres où potentiellement on est très haut en altitude, c'est tout plat et puis ça peut très bien se passer, quoi. De toute façon l'altitude va faire baisser ta VO2 max parce qu'en fait le transport d'oxygène devient plus compliqué pour ton organisme, ça va te limiter. Avec l'entraînement, si tu me dis de manière factuelle je vais faire comment, moi ce que j'aurais envie de te dire, d'abord on va aller spontanément, puis il faut mettre en place la fréquence d'entraînement, et puis ça probablement ça va faire déplacer tes seuils, mais ça va avoir un effet, comme effet indirect aussi, d'avoir un entraînement sur ta capacité cardiovasculaire puis augmenter ta VO2 max. Ça va te permettre de t'économiser sur toutes les marges d'approche, c'est de moins fatigué, de mieux récupérer, etc. Et puis ensuite on pourra y travailler sur ces paramètres-là. Ce qu'on voit, tu m'as dit que je n'étais pas limité au niveau respiratoire, on voit qu'en fait ta ventilation au maximum, la quantité d'air que tu respirais, c'est 85% de la prédiction. Il me reste 10% là. 15 à 15. Si les athlètes très entraînés dans leur discipline, on monte jusqu'à 110-115%. Donc ça veut dire qu'il y a d'un point de vue anatomique, t'as encore tout ça à aller chercher, à aller exploiter. C'est clair qu'il y a tout à faire là. Donc clairement, quand tu as dit c'est musculaire, alors c'était subjectivement ce qu'on voyait, et puis on voit, en fait, tous ces seuils qui arrivent là, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation de l'homéostasie musculaire, et puis probablement c'est là qu'on va obtenir les premiers gains, puis après ça va se répercuter sur ta VO2 max. Trop cool. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire là. Et du boulot.